Je m'appelle Adrien Anceau et je travaille chez Airbus et je m'occupe de ce qu'on appelle Enterprise DevOps. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on entend par là exactement, vous décrire un petit peu le chemin qu'on a emprunté et éventuellement essayer de partager du mieux que je peux les choses qui ont bien marché et celles qui ont peut-être un peu moins bien marché ou pour lesquelles on aurait pu faire mieux. Alors par contre, cette présentation, elle va pas être technique du tout. Donc bien sûr, on va évoquer les noms de quelques outils et technos, mais c'est pas tant l'aspect technique de comment on a implémenté ça et sur lequel on va se focaliser, mais plutôt les challenges organisationnels auxquels on fait toujours face. Alors ça va plutôt parler en gros budget, marketing, retour sur investissement, trucs comme ça, plutôt que auto-scaling growth, quoi. Si ce que je viens de vous dire, ça vous fait regretter d'être venu, sachez qu'il est certainement encore temps de sauter dans une des autres presses qui démarrent en même temps et qui ont l'air très intéressantes. Ok, maintenant qu'on n'a plus que les gens intéressés, on va pouvoir commencer. Donc je vais rapidement vous parler de moi un peu pour commencer, pour vous donner un petit peu plus de contexte. Donc moi, initialement, je viens du monde de l'Ops. J'ai rejoint une relativement grande équipe de dev en 2012 qui avait une bonne implémentation, enfin plutôt propre de l'agilité, ce que je savais pas à l'époque, vu que j'ai découvert l'agilité à ce moment-là. Et j'ai eu la chance d'être introduit au concept DevOps à ce moment-là, grâce à des collègues passionnés et plus compétents, etc. Et d'ailleurs, ça m'a appris aussi que s'entourer de gens plus intelligents que soi et plus ouverts que soi, c'est généralement super enrichissant. Je vous le conseille. Et je suis surtout intervenu sur la partie outillage et automatisation. Donc la CI, l'automatisation des déploiements, ce genre de choses. Je suis passé ensuite en Indep en tant que DevOps Engineer, ce qui m'a permis de voir un peu comment ça se passait dans différentes entreprises de taille moyenne à grande. Et je suis arrivé chez Airbus en 2017 avec cette casquette-là pour travailler, pour designer et déployer le pipeline DevOps de la plateforme d'API Management d'Airbus. Et en 2018, j'ai fait la transition vers l'équipe Enterprise DevOps pour travailler sur la stratégie officielle d'Airbus concernant DevOps et le déploiement, tout ce qui va avec. Et ça, on va en parler en détail un peu plus tard. Pour continuer sur la partie contexte, je vais vous parler un petit peu d'Airbus. Donc Airbus, c'est un constructeur aéronautique européen. Le siège se situe à Blagnac, à côté de Toulouse. Ça existe depuis 1960. C'est une grosse boîte industrielle qui fait des avions, mais pas que. En chiffres, Airbus Group, c'est donc un groupe, 3 divisions, commercial, hélicoptère et Defense and Space. Je vous laisse deviner ce qu'elles font. 14 filiales, il y a des usines un peu partout sur la planète, en France, en Allemagne, en Chine, en Espagne, aux USA, au Canada, etc. etc. Et ça, c'est juste les usines, mais on a aussi une présence dans beaucoup d'autres pays. C'est environ 140 000 employés. Le contexte dans lequel j'évolue, c'est celui d'Airbus commercial. Donc quand je dirais Airbus, à partir de maintenant, ça fera surtout référence à Airbus commercial aircraft. Mais si je veux parler du groupe, je vous le dirai explicitement. Je dirais Airbus Group. Donc maintenant, si on fait un zoom sur l'IT d'Airbus, c'est environ 1000 personnes, plus de 10 000 projets et applications déclarés dans le SI, une galaxie de partenaires, et par ça j'entends des sous-traitants, des consultants, des écoles, des universités, des organisations gouvernementales, des instituts de recherche, etc. etc. Historiquement, on est plutôt sur du buy que du make. Mais on cherche à inverser cette tendance. Et du coup, on a quand même énormément de partenaires qui travaillent sur les projets IT d'Airbus. On estime ça à 10 à 15 000. Et c'est à cette échelle-là que je fais référence quand je vous dis DevOps at scale. Ok, maintenant parlons un peu de DevOps. Donc, ce que vous voyez à l'écran, là, c'est une capture de Google Trends sur le mot DevOps. Qui représente un peu l'évolution de la popularité de la recherche. Donc je pense que c'est un moyen pas plus bête qu'un autre d'illustrer l'évolution de la maturité de DevOps. J'y ai ajouté quelques événements marquants du monde DevOps, par exemple ce qui est considéré comme la première apparition du mot DevOps en 2009 dans une conf donnée par messieurs Olspo et Hammond de Flickr, 10 plus deploys per day, DevOps Cooperation at Flickr. Encore le premier DevOps Day
organisé par Patrick Debois en Belgique en 2010, l'apparition du Phoenix Project de Gene Kim en 2013, qui est considéré comme un des livres un peu fondateurs de DevOps en tant que mouvement. Et je pense qu'on peut considérer cette période comme celle des early adopters de DevOps jusqu'à environ 2014. C'est une période d'expérimentation, d'instabilité, des idées dans tous les sens, des bonnes, des moins bonnes, mais qui avaient le mérite de faire avancer le sujet. C'est la période aussi pendant laquelle les passionnés jouent avec une idée nouvelle et essayent d'en faire quelque chose. C'est la période early adopters. Ensuite, il y a la période mainstream, où on voit un peu plus clair et où il est clair qu'on n'est pas sur une mode passagère, mais plutôt sur une vague de fond qui va s'installer probablement sur la durée. Et c'est à cette période-là, d'ailleurs, qu'est apparu le terme DevOps Engineer. Je ne l'ai pas mis sur le graphe là, mais vous pouvez faire l'exercice aussi sur Google Trend. C'est à ce moment-là que le terme, la recherche DevOps Engineer commence à prendre de l'ampleur. Ça montre que c'est à ce moment-là que des gens se sont dit que, tiens, il faudrait que je recrute un mec qui fait ce DevOps truc-là. Et que du coup, c'est la période pendant laquelle les gens qui sont moins passionnés, moins impliqués, ou qui sont passionnés et impliqués dans autre chose, se disent que les geeks, là, ils ont eu une idée qui pourrait leur apporter des sous. Et donc, la propagation, elle se fait au niveau des équipes de dev à ce moment-là, avec en tête toutes les startups qui vendent un peu du rêve. Et enfin, pour moi, j'étais vers 2017, la période à laquelle DevOps a été considéré comme suffisamment mature pour sortir du pur IT et commencer à intéresser les industries plus lourdes. DevOps devient une stratégie d'entreprise viable, en fait. Et les acteurs sont identifiés, les méthodes sont plus ou moins connues, les objectifs sont à peu près clairs et font rêver le top management. Non pas que ces boîtes industrielles, ils n'auraient pas voulu commencer plus tôt au final, mais généralement, en fait, elles sont plus lentes à bouger et elles ont un peu plus de chemin à parcourir avant d'être mûres pour arriver à ce genre de choses. On reparlera d'ailleurs un peu plus tard de cette maturité minimum nécessaire dont elles ont besoin pour pouvoir avancer. Donc Airbus a démarré sa stratégie DevOps en 2017 en tant que stratégie d'entreprise. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des équipes de dev qui peut démarrer plus tôt. Ça, on en reparle aussi après. Mais là, je parle vraiment de Enterprise DevOps comme d'une stratégie d'entreprise. Bref, du coup, DevOps, c'est quoi? Pour faire simple, il y a cette citation que j'aime bien, que je trouve capture l'essence de ce que c'est DevOps. Je l'ai gardée en anglais parce qu'elle sonne mieux et qu'elle reste mieux en tête, mais en gros, DevOps is about doing the work right. C'est aussi simple que ça. Et for doing the right work, there is Agile, Lean Portfolio Management et toutes les autres méthodes qui servent à choisir ce qu'on fait. Donc, DevOps, ça concerne vraiment la façon dont on fait les choses, pas les choses qu'on fait. Il y a aussi DevOps Topology.com qui a une définition intéressante, aussi en anglais, mais par contre, celle-là, j'ai essayé de vous la traduire. Donc, l'objectif principal de toute initiative autour de DevOps dans l'organisation est de délivrer plus de valeur aux clients et au business. Blablabla. Et ensuite, ça implique que selon l'entreprise, on peut avoir besoin d'organisations d'équipes différentes pour que la collaboration entre les devs et les ops ait lieu. Et cette citation, elle dit deux choses intéressantes. La première, c'est que l'objectif principal de DevOps, c'est pas d'automatiser ou de changer les mentalités. C'est d'être plus efficace pour le business et les clients, de faire mieux ce qu'on fait déjà en gros. La seconde, c'est qu'il n'y a pas de recette magique qui permet à une boîte d'implémenter DevOps directement. C'est un processus qui doit être réfléchi et adapté à la boîte en question. D'ailleurs, il y a toujours un débat sur est-ce qu'on est DevOps, est-ce qu'on fait du DevOps, est-ce qu'on applique DevOps, est-ce qu'on mange DevOps. Donc, j'essaierai de dire ce qui passe l'un ou l'autre au fur et à mesure de la presse. Plus concrètement, on peut définir DevOps par une série de concepts autour de 3 axes principaux, qui sont la mentalité des équipes, la culture des entreprises, les méthodes qu'elles appliquent et la façon dont elles utilisent les outils qu'elles ont à leur disposition. Donc pour la partie mentalité, on va essayer de parler d'équipe produit et plus d'équipe projet, par exemple, et d'introduire une notion de responsabilité end-to-end des différents acteurs. Pour la partie méthode, on va s'appuyer assez fortement sur ce que propose déjà l'agilité, avec la planification en continu, l'amélioration en continu, l'adaptation aux besoins business qui évolue en continu, les boucles de feedback courtes, etc. On va essayer de pousser ça à l'extrême et d'y ajouter des notions de monitoring continu pour encore plus pouvoir affiner tout ça.
du déploiement continu aussi, etc. etc. Tout ça en s'appuyant sur de l'outillage et de l'automatisation, et en gardant en tête non seulement la valeur que tout ça a pour le business, mais aussi l'expérience que ça fournit aux développeurs, et plus largement aux équipes de développement. Donc l'expérience utilisateur de nos développeurs, au final, est un aspect important. L'objectif étant de livrer plus souvent, plus rapidement, des choses qui marchent mieux et qui coûtent moins cher à développer, mais aussi à maintenir et à sécuriser. Donc tout ça, c'est la vision de DevOps qu'on pousse chez Airbus. Et maintenant qu'on a clarifié ça, je vous propose de commencer à parler de comment adapter ça à des grosses boîtes, comme Airbus par exemple. Pour illustrer la problématique, ce que je propose, c'est qu'on commence par une espèce de petite mise en situation. Donc, imaginons on est quelque part entre 2012 et aujourd'hui. On a un projet de dev qui démarre ou qui démarrait depuis quelques temps. Généralement, quelqu'un qui va proposer de reprendre certains concepts de DevOps, généralement sur la partie outillage, et souvent ce sera bien accueilli. Ils vont faire la recherche, aller dans des confs, lire des blogs, discuter avec des collègues, et l'équipe elle va progressivement, elle va arriver à déployer ce qu'elle considère comme son pipeline de dev, jusqu'à avoir un pipeline complet avec des process spécifiques et tout ce qui va avec. Ça leur rapporte de la valeur, c'est super, ils trouvent ça, ils aiment travailler comme ça, etc., etc. Mon slide ne dit pas. Voilà. La problématique qu'on a, du point de vue d'une boîte de la taille d'Airbus, c'est que cette équipe, elle est là, elle est bien, elle fait sa vie, mais elle fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le département IT d'Airbus, c'est 1000 personnes, environ. Et si on compte les gens qui gravitent autour et qui, au final, font vraiment les choses, c'est plutôt 10 à 15 000 personnes. Là, sur l'écran, il y a environ 9000 petits bonhommes. Donc, il me faudrait 12 écrans, 900 petits bonhommes. Donc, il me faudrait 12 écrans comme ça pour commencer à être représentatif. Et parmi ces 12 écrans, il y en a d'autres des équipes qui ont aussi été à des confs, qui ont aussi lu des blogs, etc., etc., et qui ont démarré la même démarche dans un contexte juste assez différent pour qu'ils aient fait d'autres choix. Et ça, au niveau d'une entreprise, ça devient un problème parce que l'équipe A, elle a choisi des choses, l'équipe B a choisi d'autres choses, et du coup, des fois, c'est difficile, on se retrouve à devoir peut-être arbitrer, et des fois, on ne peut pas savoir qui a raison. Comment on peut les faire collaborer, comment on peut les faire aller d'une équipe à l'autre sans qu'ils aient à tout réapprendre, etc., etc. On pourrait en gros un peu faire le parallèle avec le Shadow IT, si ça vous parle. En gros, le Shadow IT, c'est un petit peu quand il y a des services IT déployés sous le manteau. Le mec de la compta qui a son petit service qu'il a codé, qui lui rend bien service, parce que c'est un service, et qui le fait tourner sur un PC sous son bureau dont personne n'a connaissance, mais qui a le mérite d'être là. D'un point de vue d'entreprise, ces petites plateformes DevOps qui pop à droite à gauche, on peut un peu les considérer de la même manière que du Shadow IT. Du coup, on pourrait l'appeler du Shadow DevOps. Et nous, le truc, c'est que DevOps, on veut que ce soit plutôt une stratégie d'entreprise. Et on veut une stratégie DevOps d'entreprise. Et du coup, c'est ça qu'on va appeler Enterprise DevOps. Du coup, Enterprise DevOps, c'est quoi maintenant? Eh ben, c'est DevOps à l'échelle des grosses entreprises, tout simplement. Ça amène juste quelques concepts en plus. Le premier de ces concepts, c'est la standardisation d'un ensemble d'outils et de méthodes. D'une équipe de dev à l'autre, il faut qu'on utilise les mêmes choses pour les mêmes fins. Il faut qu'on parle d'un langage commun, et qu'on se comprenne. On a besoin que l'expérience développeur soit suffisamment homogène d'un produit à l'autre pour que tout le monde se comprenne et puisse collaborer correctement. Il faut également que tout ça, ça soit fait en conformité avec les process et les règles de l'entreprise, car même si je suis entendu dire que ces process et ces règles étaient là pour embêter les gens, il y a des cas où ils sont là pour autre chose, comme par exemple garantir la conformité par rapport à une certification, ou s'assurer qu'on respecte la loi, ce genre de choses. C'est ce genre de choses qui peuvent notamment être utiles quand à la fin on cherche à faire voler des avions. Je reviens à la citation qu'on a vue un peu plus tôt. Il faut que chaque entreprise adapte DevOps à son contexte, prenne les concepts et les applique à son domaine.
C'est vrai à l'échelle d'un produit ou d'une startup, et ça l'est encore plus à l'échelle d'une grosse boîte, car généralement, les grosses boîtes évoluent dans des contextes qui sont fortement normés, régulés, et le succès de leur business dépend justement du respect de ces règles. Et leur survie dépend souvent du succès de leur business. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir un meilleur contrôle sur le cycle de vie du logiciel que produit l'entreprise. Et ce, quelle que soit la finalité de ce logiciel, que ce soit un produit ou une façon de supporter le produit. D'ailleurs, on est maintenant de toute façon dans une société où le logiciel est partout, dans tous les produits. On trouve de plus en plus de soft dans des produits qui n'en avaient pas, ou qui n'en avaient pas il n'y a pas si longtemps en tout cas. Par exemple, si on prend les voitures, si on compare une 2 chevaux et une Tesla, le nombre de lignes de code dans une 2 chevaux est quand même bien moindre que dans une Tesla. Il y a du code partout, il y en a dans les téléphones, dans les compteurs électriques, dans les frigos, dans les vélos, dans les jardins, dans les montres, etc. Donc, avoir une stratégie de gestion du cycle de vie de ce logiciel, c'est primordial pour de plus en plus d'entreprises. Et au fur et à mesure où on voit évoluer l'IT de ces boîtes, ben on le voit ça évoluer d'une fonction qui était jusqu'à présent souvent une fonction de support à maintenant une fonction qui est au cœur du business. Et Enterprise DevOps, c'est un des axes de réponse pour faire ça bien. Donc maintenant, la vraie question, c'est le retour, c'est le retour d'expérience que je voulais faire aujourd'hui, c'est comment on passe d'un écosystème dans lequel le Shadow DevOps prédomine à une standardisation des méthodes et des outils à travers l'entreprise. Donc, sans vouloir spoiler, c'est long, c'est douloureux, compliqué. Dans notre cas précis d'Airbus, on est loin d'avoir fini. On est au milieu. Mais je peux quand même vous parler du chemin qu'on a déjà parcouru, des leçons que moi j'en ai tirées, de ce qu'on aperçoit pour la suite. Je me permettrai aussi de vous donner peut-être un ou deux conseils au cas où vous voudriez suivre un chemin similaire. Mais il faut vous rappeler que DevOps, ça doit être adapté au contexte de chaque entreprise, projet ou produit, et que du coup, le retour que je vous fais aujourd'hui, ça passe à travers le prisme du contexte Airbus et de mes expériences précédentes. Donc, je vous propose de vous faire part de ces observations sur les différents axes de DevOps, donc la mentalité, les méthodes, les outils, et de voir comment ça se comporte à l'échelle, selon mon expérience. Et je vais aussi aborder quelques sujets connexes, pas forcément liés à DevOps directement, mais qu'il faut impérativement traiter pour réussir une transformation vers Enterprise DevOps. Comme la partie service ou le marketing de DevOps en interne, par exemple. Enfin, j'évoquerai quelques-unes des clés qui justifient l'investissement et qui prouvent que ce qu'on fait, ça a de la valeur. Et qui vont parler peut-être un peu plus aux autres organes de l'entreprise qui ne comprennent pas forcément DevOps ou pourquoi on veut faire ça. Je pense aux gens côté finance ou achat, par exemple, qui voient eux ça avec un prisme différent. Mais si on veut avancer, il va quand même aussi falloir les convaincre. Donc, la partie mentalité à l'échelle, on peut la retrouver dans 3 thèmes. Le premier, c'est la culture globale de l'entreprise. Plus les gens ont une culture de l'expérimentation, de l'incrémentation, du test, plus ils sont réceptifs au concept de DevOps. Si avec ça, les canaux de partage sont bien identifiés et fonctionnent correctement, les gens pourront échanger et des concepts comme DevOps se propageront rapidement. Je parle de community of practice, de guild, vous l'appelez comme vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire, de conférences ou de workshops en interne, de retour d'expérience entre équipes, ce genre de choses. Le second axe dans lequel la mentalité de l'entreprise doit se refléter, c'est dans la manière dont elle contractualise avec ses partenaires. Elle doit trouver le bon équilibre entre protéger ses intérêts et ne pas brider l'innovation. C'est au final facile de contraindre via un contrat, par exemple un sous-traitant ou un consultant, et le faire travailler dans un carcan, ou à l'inverse, de créer une boîte noire à la sortie de laquelle on se fait livrer un produit dont on ne sait absolument pas comment il a été fait. Et il faut s'assurer que les contrats qui encadrent la collaboration avec les acteurs externes, hein, les gens avec qui on travaille autour de nous, donc externes à l'entreprise, permettent de travailler en suivant les mêmes principes d'incrémentalité, de partage et de collaboration. Alors, c'est pas simple. Et en plus, ça peut avoir une part de risque. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire comprendre. Il faut bien impliquer les gens, par exemple, pour ça, en particulier côté achat.
parce que les bénéfices, au final, peuvent en valoir le coup. Et enfin, il faut que l'IT soit aussi vu par l'entreprise comme un organe qui crée de la valeur par lui-même et pas quelque chose qui juste supporte les gens qui font les vraies choses. Comme je disais plus tôt, le logiciel, maintenant, ça fait partie intégrante de beaucoup de produits. Et les utilisateurs finaux, ils jugeront l'entreprise sur la qualité de ce logiciel. Du coup, les grands industriels ou les grosses entreprises dans le logiciel, ils n'étaient pas historiquement le cœur de métier, se retrouvent maintenant à être en fait quelque part éditeurs de logiciels. Et ils doivent du coup commencer à agir en conséquence. Concernant les méthodes, comme DevOps se passe beaucoup sur l'agilité, on peut déjà démarrer par là. La façon de mettre l'agilité à l'échelle est différente d'une entreprise à l'autre, pardon. Mais il y a des choses quand même qui existent. De ce que j'ai pu voir, les entreprises ont tendance à utiliser Scrum tant que possible et se mettre à Safe pour leur programme un peu plus grand. L'important, là, c'est d'harmoniser les process et le vocabulaire. Par exemple, il faut que d'un produit à l'autre, le rôle et la responsabilité d'un PO, ce soit à peu près la même. Et ça, après, c'est généralement juste des règles de bon sens, mais malheureusement, qui ne sont pas forcément appliquées partout. Il faut que le mot produit, par exemple, veuille dire la même chose. Il faut que les process qui encadrent l'implémentation de l'agilité dans l'entreprise, ils soient clairs et ils soient partagés. Et qu'il faut, au passage, qu'ils soient alignés avec la façon dont les contrats sont écrits. C'est important. La partie outillage, c'est à la fois simple et compliqué. Parce qu'il y a énormément de choix à faire avant d'en arriver au déploiement des outils eux-mêmes, en fait. On a déjà vu que Enterprise DevOps, ça passait par la standardisation de l'outillage. Mais il reste encore à définir la granularité de cette standardisation. On peut choisir de ne standardiser que l'outil, genre tout le monde utilise Jenkins par exemple, en laissant aux équipes produits la liberté de choisir comment ils l'utilisent exactement. Ou au contraire, on peut pousser jusqu'à standardiser les pipelines directement et offrir aux développeurs un point d'entrée en gros dans lequel ils poussent du code et sur lequel ils ont aucun ou très peu de contrôle, si ce n'est juste l'approbation des différents boutons pour faire progresser le code à l'intérieur de ce pipeline. Et du coup, pour le voir sortir de l'autre côté déployé. Alors ça peut être très adapté dans certains contextes, comme le développement d'applications mobiles par exemple. Les deux approches, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ma part, moi, je suis plutôt partisan quand même de laisser toujours un degré de liberté aux développeurs. L'approche qu'on a eue jusqu'à présent, du coup, c'est la première chez Airbus, à savoir proposer un ensemble d'outils standards. Un ensemble d'outils standards que les équipes de dev doivent s'approprier et adapter à leur contexte spécifique. Ça rejoint le point dont je parlais en intro, concernant le fait qu'il n'y a pas de recette magique qui indique comment adapter DevOps à un contexte particulier. Ce qu'on doit faire, c'est faciliter les choses pour que les équipes de dev, qui sont celles qui connaissent le mieux leur propre contexte, puissent se focaliser sur les choix importants. Et un choix important, c'est quelque chose qui est plus en rapport avec la valeur que l'équipe de développement sera capable de délivrer. Par exemple, choisir quel type de test automatisé on veut implémenter dans la prochaine itération du pipeline, le pipeline d'un produit particulier, c'est important et ça a un impact majeur sur la création de la valeur à la sortie. En l'occurrence, un impact sur la qualité du produit, éventuellement le time to market, si le test en question, c'est quelque chose qu'on faisait au préalable manuellement. À l'inverse, du point de vue d'un produit, choisir entre par exemple GitLab ou GitHub pour la gestion du code source, c'est un faux problème. C'est quelque chose qui au final aura que peu d'impact sur la valeur que l'équipe de dev délivrera au final. Et c'est ce genre de choix qu'on peut faire au niveau de l'entreprise et quelque part imposer aux équipes de dev. Que ce choix soit déjà fait va même permettre d'aller plus vite, vu que ce sera plus nécessaire pour l'équipe de dev de se poser cette question, ni de travailler sur le déploiement ou le maintien de ce genre d'outils. En plus, dans un secteur régulé comme l'aéronautique, ça peut également leur enlever le poids de l'implémentation des règles légales.
ou des choses requises pour certaines certifications qui seront du coup gérées centralement et dont les équipes produits n'auront pas à se soucier tant qu'elles utilisent l'outillage standard. Concernant les pipelines standards maintenant, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Est-ce qu'il faut qu'on aille plus loin? Est-ce qu'il faut qu'on, en gros, en plus de proposer l'outillage et l'environnement de développement, est-ce qu'il faut qu'on propose directement des pipelines prêts à être utilisés? Il se trouve qu'on a déjà le cas chez Airbus de pipeline DevOps proposé as a service dans les cas des applications mobiles et de l'API management. Donc la partie API, elle a été créée totalement, l'API management, la plateforme d'API management a été créée totalement indépendamment d'Enterprise DevOps. Ça veut dire qu'ils étaient même là avant. Et ils proposaient des pipelines standards avant que nous, on propose une plateforme, du moins une prod. Ils les appelaient pas comme ça. Ils les appellent toujours pas comme ça d'ailleurs, mais le fait est que c'est ce qu'ils proposent. En gros, sans rentrer trop dans le détail, la création d'un projet API est totalement automatisée. Donc à la création, un dépôt est généré avec un squelette de code, les jobs d'intégration continue sont générés dans Jenkins, les jobs de déploiement pour les différents environnements sont également générés. Les infos du projet, de ses runtime sont poussées et pour créer un dashboard dans Splunk. Les permissions sont mises à jour et harmonisées dans tous les outils, etc. Et le projet, il peut directement commencer à travailler. Ou même directement cliquer sur déployer et regarder tourner en prod sans Hello World. Par contre, ils n'ont pas choisi la techno, ils n'ont pas choisi la version, ou alors ils ont juste un choix limité entre quelques versions. Ils n'ont pas la main sur l'infra, etc. Dans le cadre de l'API management, ça a du sens si c'est juste pour créer une gateway ou une live façade. Alors c'est un peu du vocabulaire du monde de l'API management, mais en gros, c'est des trucs qui peuvent être automatisables et standardisés. Un autre contexte favorable à ce genre de standardisation, c'est le dev d'applications mobiles, par exemple. Côté mobile, on a maintenant une plateforme de dev qui offre à peu près le même genre d'expérience que ce qu'offre la plateforme API, à savoir l'automatisation de la création de l'environnement de dev, du dépôt dans GitHub. En gros, ça va de la création du dépôt jusqu'à la publication dans les stores, avec toutes les étapes intermédiaires. Et c'est un contexte dans lequel ça fait totalement sens, vu que c'est très normé. Et qu'en plus, il y a certaines étapes qui nécessitent des actions techniques centralisées quelque part. Par exemple, je pense à la signature des binaires avec les clés Airbus qu'il faut signer avant de pouvoir les publier sur les stores. La raison pour laquelle on se pose la question de proposer plus de pipelines standards, c'est l'hétérogénéité des technos qui sont actuellement utilisés chez Airbus et des versions notamment de ces technos qui deviennent très compliquées à gérer d'un point de vue sécurité. Du coup, on a essayé plusieurs fois, hein, mais de mettre plus de gouvernance sur les frameworks, sur les versions, etc., pour encore mieux gérer ça. Et une piste, ce serait de standardiser totalement les pipelines de dev qui concernent certaines technologies. Par exemple, on pourrait proposer un pipeline standard autour de React pour le front-end, une espèce de pipeline as a service, normer les règles qui concernent l'utilisation de React chez Airbus, etc. La contrepartie, ce serait en gros la restriction un peu de l'innovation quand même, vu qu'on empêcherait les devs de jouer avec des technos quelque part. Cela dit, c'est quand même un sujet sur lequel on avance très très prudemment. D'une part parce que c'est quand même assez complexe, qu'il y a déjà un existant assez énorme, et aussi parce qu'on ça potentiellement pourrait être assez difficile à accepter du côté de la communauté des développeurs. Et je pense que du coup, ce à quoi il faudrait faire très attention, ce serait à ce que ça ne génère pas la réapparition de Shadow DevOps à droite à gauche, qui aurait du coup pour but de contourner ces restrictions. Du coup, ça nous forcerait, si ça c'était le cas, ça nous forcerait à durcir les règles, à durcir les contrats, etc., etc., et on se retrouverait dans un contexte finalement défavorable à ce qu'on veut pousser. On pourrait moins innover et on irait moins vite. Donc il faut faire assez attention et bien doser entre trop de liberté et pas assez de liberté. Et de toute façon, au final, l'un n'empêche pas l'autre, parce que
je pense que dans tous les cas, même si on avait plein de pipelines standards, il est quand même très important de laisser une espèce de formule liberté pour les équipes produits, avec uniquement la partie outillage. Et on peut très bien proposer à côté de ça un ensemble de pipelines standards qui permettent aux devs d'aller plus vite. Et j'ai le sentiment en plus qu'avec le temps, si ces pipelines sont adaptés, ils éclipseront petit à petit la partie package liberté, la partie un peu sandbox. Parce que du coup, leur valeur sera de plus en plus acceptée, ils seront de plus en plus répandus et du coup, euh, ça enclenchera un cercle vertueux pour leur développement. Et s'ils ne sont pas adaptés, de toute façon, ils mourront d'eux-mêmes. Pour vous donner un petit peu une idée plus concrète de ce qu'on fait chez Airbus, donc c'est une vue simplifiée là, de ce qu'on a mis à disposition de nos équipes produits. Donc on essaie de couvrir l'intégralité du cycle de vie d'un produit, d'intégrer tout ça joliment. En gros. Donc vous remarquerez qu'on a aussi des outils qui vont un peu au-delà du contexte d'un simple produit, comme Stack Overflow par exemple, qui est là pour plus créer des liens et des communautés et répondre aux problématiques autres que celles du simple outillage et de l'automatisation. Et justement faire que promouvoir l'échange entre ces équipes produits. Pour certaines catégories d'outils, il y a plusieurs outils qu'on pourrait voir même qui sont déployés, qu'on pourrait voir comme concurrents. Et que du coup, ça semble peut-être un petit peu contredire ce que je disais tout à l'heure par rapport à la standardisation. Alors, il y a plusieurs explications possibles à ça. Soit, par exemple, on n'a pas encore fini de standardiser complètement. Je vous ai dit qu'on était sur le chemin, qu'on n'était pas encore au bout du chemin. Parce que standardiser complètement, ça a un coût, mine de rien, ça prend du temps. Il y a aussi peut-être des cas où on ne veut pas forcément standardiser complètement pour laisser un petit peu plus de latitude au projet pour choisir la solution qui leur est le plus adaptée. Par exemple, dans la partie plan, Jira et Digital.ai Agility, donc qui est anciennement version 1, qui est anciennement Lifecycle et encore anciennement certainement autre chose, mais ces deux outils, ils ont tendance à être vus un petit peu, enfin, carrément comme concurrents, mais en fait, le sont pas forcément selon comment on les utilise. Et au final, ils se complètent pas trop mal. Et du coup, nous, pour l'instant, actuellement, on se retrouve avec un Jira utilisé plutôt par les équipes de plus petite taille, généralement en Scrum, et Version 1 par les projets plus gros qui font du safe. Et donc géré des fois uniquement pour la partie utilisé des fois uniquement pour la partie portfolio management. Et c'est les survivants, quelque part, d'un round de standardisation qui a déjà eu lieu. Peut-être qu'il y aura un prochain round. Je vous laisse regarder les autres choix qu'on a fait si ça vous intéresse, mais je voudrais vous attirer votre attention sur un point. Certains des outils sont centralisés et totalement mutualisés, comme GitHub Enterprise par exemple. Et une partie justement de la valeur qu'ils amènent vient de cette centralisation. Pouvoir partager les choses facilement dans GitHub permet de faire de linéaire source par exemple. Même si nous dans notre cas Airbus, on n'y est pas encore. Ou centraliser des projets dans Jira permet d'améliorer la collaboration. Dans certains cas, quand des produits ont des dépendances entre eux, ça peut être un vrai plus. Par contre, il y a des outils pour lesquels la centralisation, elle est un peu contre-productive. Pour qu'une équipe produit, elle tire le meilleur parti de Jenkins, par exemple, il faut qu'elle puisse l'utiliser, le customiser vraiment aux petits oignons. Du coup, pour Jenkins, on est plus sur un modèle as a service via lequel on peut démarrer des instances Jenkins à la demande pour chaque produit. On a standardisé bien sûr ce déploiement, on sécurise les instances. Par exemple, la gestion de l'identité dans ces instances, elle est centralisée. Mais on laisse les équipes produits customiser leurs instances comme elles le souhaitent. D'autre part, on fournit que les masters Jenkins. Pour les agents, la seule chose qu'on fournit, c'est des images de base Docker, desquelles les projets peuvent partir pour créer leur propre image agent, customisée avec leurs besoins et qui tournera sur leur infra. Généralement, ça tourne dans leur compte AWS ou alors on-premise si c'est nécessaire. Ça permet alors non seulement déjà aux équipes d'adapter l'outil à leurs besoins, mais ça a aussi un autre avantage, c'est de nous permettre de gérer les coûts plus équitablement parce que
Au final, nous, en centrale, on gère et on finance les Jenkins Master, mais les agents sont gérés et financés par les projets. Et mine de rien, dans un cluster Jenkins, le truc qui consomme de la ressource, généralement, c'est plutôt les agents. Donc le coût de ces ressources-là sont directement, du coup, naturellement répercutés sur les projets. On a un modèle un peu similaire pour Cypress, pour les tests fonctionnels, pour lequel on fournit juste une image de base Docker prête à être réutilisée. Et on avait plein d'autres idées pour faire évoluer la plateforme et proposer de nouveaux services, mais malheureusement, 2020 est passé par là. Et on a dû mettre en pause pas mal de chantiers, pas mal de choses, comme par exemple le secret management, pour lequel on souhaitait proposer un service centralisé à terme aussi. Juste pour rendre ça peut-être un peu plus concret, je vais vous partager quelques chiffres à propos de cette plateforme. Donc, on a actuellement 12 000 utilisateurs uniques. Donc, c'est, je veux dire par là, des utilisateurs qui utilisent au moins un des outils de la plateforme. Donc, parmi ces utilisateurs, on observe que la plupart, ils utilisent plus les outils basiques, c'est-à-dire la planification, la doc, la gestion de code source. Et on a moins d'utilisateurs sur les outils un peu plus avancés. Ça s'explique par deux choses, je pense. Tout d'abord, la maturité générale, qui fait qu'on a moins de projets qui en sont à l'utilisation avancée. On a plus de projets qui sont sur une utilisation plus basique. Et d'autre part, les profils d'utilisateurs qui font que on a plus de monde sur un Jira, par exemple, parce que tous les membres d'une équipe ont besoin d'accéder à Jira. Alors que sur Artifactory, on a beaucoup moins d'utilisateurs parce que c'est pas nécessaire qu'un project manager ou un PO accède à Artifactory, par exemple. Une chose intéressante aussi à mentionner, c'est que ces utilisateurs, ils viennent pas forcément tous de l'IT, mais ils viennent de toute l'entreprise. On a vraiment tous les départements qui sont représentés, et en particulier les départements d'ingénierie, qui sont assez friands de ce qu'on propose et qui nous ont identifiés comme étant une des réponses possibles pour les aider à traverser la crise actuelle. Et c'est compréhensible parce que c'est des gens qui évoluent déjà en fait dans un contexte technique, différent mais quand même qui reste technique. On se comprend peut-être un peu mieux qu'avec des gens qui sont côté procurement, par exemple. Et ils ont moins de mal à identifier la valeur que DevOps peut leur apporter, même si ça nécessite quand même quelques adaptations. Il faut toujours adapter au contexte. Pour rester dans les chiffres, actuellement, on a 120 instances Jenkins déployées. Donc, alors, en tout, on en a déployé beaucoup plus que ça, je dirais dans les 200 à peu près, mais au fur et à mesure que les projets démarrent, s'arrêtent, on fait la maintenance du parc et on décommissionne les instances inutilisées. Des projets qui sont, enfin, des projets, quand je dis qu'ils s'arrêtent, c'est qu'ils sont avortés, quoi. Et malheureusement, encore une fois, 2020 a été pas mal sur ce coup-là. Vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été, disons, repriorisées chez Airbus l'an dernier. Un jour, c'est le temps d'onboarding, le temps moyen d'onboarding d'un projet sur la plateforme. On essaye d'être le plus rapide possible pour onboarder les projets, parce qu'on ne veut pas être un bloqueur. Et bon, après, pour certains outils, il n'y a même pas d'onboarding nécessaire. Je pense à GitHub ou Stack Overflow. Mais pour d'autres, il y a encore besoin d'un petit peu de temps parce que tout n'est pas forcément entièrement automatisé, même si la plupart des choses le sont. Mais par contre, il y a souvent des validations sécu ou ce genre de choses qu'il faut toujours faire. Juste pour donner la progression, on était à 4 jours en moyenne au début 2020. La partie plateforme, c'est généralement celle à laquelle tout le monde pense en premier quand on parle de DevOps. C'est comment on automatise, quels outils on utilise, etc. Mais c'est qu'une facette en fait du challenge. Et si on veut avoir une réponse complète, il faut également accompagner cette plateforme de services adaptés. Donc le plus évident, c'est le support. C'est la première ligne de défense. C'est les gens qui vont débloquer les utilisateurs et les remettre sur le droit chemin, en gros, au moins pour la partie technique. Mais mine de rien, ça peut paraître mineur, mais si un projet est bloqué 3 jours parce qu'il n'arrive pas à donner les bonnes permissions à ses développeurs, ça met quand même un petit coup au time to market. Donc avoir un support adapté et réactif, c'est primordial et ça permet de gérer les problématiques du quotidien. Ensuite, il y a les services qui traitent les sujets de fond. Travailler sur DevOps au niveau d'une entreprise, c'est au final un autre exercice de conduite du changement. Et la meilleure manière d'augmenter la maturité des gens sur un concept, c'est de les éduquer et de les accompagner. Du coup, c'est important d'avoir à disposition un catalogue de formation ou de documentation qui permet d'introduire les concepts qu'on veut pousser.
Dans le cas de DevOps, un ensemble de MOOC, par exemple, qui permettent de présenter les concepts, les méthodes, les outils, c'est un bon départ. Et pour aller plus loin, on peut ajouter des ateliers dédiés au contexte spécifique des projets. On peut ajouter des choses qui permettent en gros aux équipes de comprendre mieux comment ça peut être adapté à leur contexte et comment ça peut leur amener de la valeur. Le troisième axe, c'est celui du Customer Success. En gros, aider les équipes produits à utiliser la méthode et les outils à leur plein potentiel. Et ça, c'est du coaching quelque part. L'idée, c'est d'amorcer un ensemble de boucles vertueuses qui vont augmenter exponentiellement la valeur que DevOps apporte à l'entreprise. Aider un projet à réussir, ça va le convaincre de l'utiliser la méthode. Et idéalement, le rendre autonome ensuite pour poursuivre le reste du chemin. Ça va également fournir aux autres équipes de dev à côté un exemple concret de la valeur que DevOps peut leur apporter. Et petit à petit, ça va se propager de manière organique et itérative. Pour vous donner une idée du process qu'on suit quand on accompagne un projet qui est intéressé par DevOps chez Airbus, je vais vous décrire en grande ligne, mais en gros, on commence par une session de découverte pendant laquelle on présente ce qu'est DevOps, ce qu'on offre en tant qu'équipe Enterprise DevOps, on parle de la plateforme, des services, et on cherche aussi à en savoir plus sur le projet en question. Quelles sont leurs problématiques, leurs process, etc. À partir de là, on travaille sur notre copie, on identifie quelques axes d'amélioration qu'on propose au projet. Généralement, rien de révolutionnaire, hein, c'est plutôt des petites étapes incrémentales, des objectifs avec des objectifs à court ou à moyen terme. On les accompagne pour la mise en œuvre. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, au pire, on se revoit, on fait le bilan et on travaille. Bon, on refait une boucle. On retravaille sur l'identification maintenant des détails du prochain incrément quelque part. On est vraiment persuadé que ce serait vraiment contre-productif de tout vouloir chambouler d'un coup. Pour mesurer le progrès avec le temps, on a créé un framework d'évaluation de la maturité DevOps. Je ne peux pas trop vous en partager les détails pour l'instant, mais j'espère pouvoir le faire dans une prochaine conf. Mais les objectifs en gros du framework sont doubles. C'est dans un premier temps mesurer les progrès d'un projet en particulier et l'aider à identifier c'est quoi les prochaines étapes sur lesquelles il doit travailler. Et le deuxième intérêt, c'est de suivre l'évolution de DevOps dans son ensemble au niveau d'Airbus. Parce que nous, si on mesure la maturité de plein de projets, ça nous donne une vue sur la maturité globale. Et j'insiste sur le fait que la partie accompagnement, c'est aussi important que la partie plateforme et outillage. De l'automatisation, on en fait depuis les années 80. Et faire du DevOps, c'est plus que simplement automatiser. Rapidement aussi, si vous vous lancez dans ce chemin-là, ça va arriver le sujet du financement de cette équipe DevOps centrale et des outils et des services qu'elle propose. Donc, je vous propose de voir quelques arguments qui peuvent justifier ces investissements. Il y a deux axes principaux à évaluer. Le premier, c'est la valeur de la plateforme elle-même. Il n'y a pas, de toute évidence, la mutualisation, ça peut être un argument de poids. Avoir une plateforme centralisée qui permet ça permet de faire des économies, ne serait-ce que sur l'infra et les licences. On peut aussi inclure le coût du support et du setup initial aussi. On peut évaluer les économies qu'on fera en décommissionnant aussi tout le Shadow DevOps qui traîne à droite à gauche et surtout que ça coûte un bras. Tout ce qu'on ne sait pas en fait, tout ce qui est caché. Et on peut aussi mettre avant d'autres aspects comme la partie sécurité, par exemple, sur laquelle c'est plus difficile de mettre un chiffre, mais qui généralement reste un argument de poids. Le second axe, c'est la valeur de DevOps en tant que méthode. On peut essayer de mesurer les gains financiers qu'apporte un meilleur time to market, par exemple, une meilleure qualité, des produits plus sécurisés. D'ailleurs, sur la partie sécurité, il faut décorréler deux choses et évaluer leurs valeurs séparément. D'une part, la valeur de la sécurité de la plateforme elle-même, et d'autre part, l'amélioration de la sécurité du code qui passe par les outils, en gros. Pour cette partie-là, si on n'a pas d'exemple concret en interne, on peut s'appuyer sur des standards de l'industrie et sur des études déjà publiées. Pour illustrer ça, j'ai quelques petites choses sur l'aspect économie. Par exemple, j'ai mis en perspective ce que coûte la plateforme par rapport à ce que coûte Shadow DevOps, d'après les recherches qu'on a fait de notre côté, chez Airbus. J'ai enlevé les chiffres volontairement, mais rien que les proportions déjà sont parlantes. Donc les 4 axes principaux sur les coûts que j'ai cherché à évaluer, c'était la partie licence, l'infra, le support et la partie du déploiement initial.
Et on peut considérer que la partie maintenance long terme, c'est aussi inclus dans la commande support. Et ça permet d'appuyer le fait que d'avancer vers de la mutualisation. Sur l'aspect méthode, maintenant, c'est un peu plus compliqué à modéliser, mais on peut par exemple essayer d'illustrer l'impact d'un time to market plus élevé en essayant de modéliser la délivrance de valeur à l'utilisateur final. Idéalement, on peut traduire ça en espèces sonnantes attribuantes, mais bon, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais si on peut le faire, c'est toujours mieux. Un autre exemple, c'est la modélisation des gains liés à la découverte des bugs plutôt dans le cycle de vie d'une application. Généralement, dans l'industrie, c'est admis qu'un bug trouvé en prod coûte 100 fois plus cher à corriger, enfin à l'entreprise en fait, qu'un bug trouvé en dev. Il y a plusieurs rapports, hein, c'est pas moi qui l'invente ça, il y a plusieurs rapports qui essayent de le démontrer. Le plus connu, c'est un rapport du System Science Institute d'IBM. Ils sont même plus précis que ça, ils décrivent le coef de multiplication de chaque étape du cycle de vie du logiciel. Si on le trouve en dev, c'est 1, si on le trouve en Q&A, c'est 9, etc. Et on peut arguer que DevOps permet de détecter des bugs plus tôt dans le cycle, et donc du coup, on peut en déduire que grâce à DevOps, on peut faire des économies. Et si possible, si on peut en plus soutenir ça avec des données extraites des différents outils qu'on a dans la plateforme, c'est encore mieux. Le troisième exemple, c'est l'automatisation des déploiements. Il est assez évident, si on déploie souvent, que c'est automatique, ça coûte moins cher que si on le fait à la main. Je ne vais pas m'attarder sur celui-là. Il y a d'autres métriques qu'on peut essayer d'utiliser et de modéliser. Ça reste quand même assez complexe comme exercice pour être pertinent. Et ça a besoin d'être quand même adapté au contexte. Mais si vous avez d'autres idées, je serais très, très intéressé d'en discuter. Enfin, pour terminer, il ne faut pas négliger l'aspect marketing d'un produit en interne dans une grande boîte. C'est valable pour tout type de produit interne, hein, pas juste là pour Enterprise DevOps, mais en particulier, c'est encore plus important quand c'est un produit qui supporte une phase de transformation de l'entreprise. Et dans notre cas, la plateforme et l'offre de service, c'est des produits internes et il faut les faire connaître et s'assurer qu'ils correspondent à un besoin. C'est en fait très similaire à ce que ferait une startup pour s'assurer que son produit est aligné avec les besoins de ses utilisateurs. Quelque part, on est une boîte dans la boîte et il faut du coup avoir tous les organes d'une boîte viable. Et pour terminer, je vais juste vous donner rapidement une idée de l'effort qu'on y met. Donc, on est plus ou moins une vingtaine à travailler dans l'équipe Enterprise DevOps chez Airbus. Le gros de l'effort, au début, c'était mis sur la partie plateforme, mais on a vite commencé à appuyer la partie service. Et c'est maintenant, cette partie service qui va certainement devoir monter de plus en plus en puissance. Côté service, la difficulté, ça vient du financement, parce que c'est plus simple de faire financer une plateforme, parce que c'est plus concret. Un service de coaching et d'accompagnement, c'est un peu plus difficile, mais ça se fait avec les métriques dont on a parlé un peu plus tôt. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment capable de démontrer non seulement la valeur de la plateforme, mais aussi la valeur de la méthode dans son ensemble. Voilà, c'est loin d'être tout ce que j'avais à dire sur le sujet, mais j'ai essayé de restituer le principal. Si vous voulez continuer la conversation ou creuser un point en particulier ou me parler de ce qui cloche dans ce que j'ai présenté, ça m'intéresse aussi, n'hésitez pas à m'en faire part soit dans le chat, sur les réseaux sociaux ou ailleurs.